Bonjour à tous et bienvenue Salle 104. Aujourd'hui, nous allons dédier cette vidéo à l'étude des civils et des militaires durant la Première Guerre mondiale. Si elle résulte directement des crispations héritées de la fin du XIXe siècle à 1914, la Première Guerre mondiale est souvent présentée comme le véritable point de départ du XXe siècle. En effet, pour bien des historiens, elle en est le laboratoire tant elle a impacté son histoire sur la durée. Par conséquent, dans cette vidéo, nous nous demanderons comment la Première Guerre mondiale a bouleversé les sociétés et les populations civiles comme militaires durant le conflit de 1914 à 1918, mais aussi plus largement jusqu'au début des années 20. Dans un premier temps, nous allons constater que celle que l'on appelle aussi la Grande Guerre s'imposa comme une guerre totale d'une ampleur inédite mobilisant l'ensemble des sociétés concernées. Pour bien saisir les enjeux du conflit, il faut d'abord revenir succinctement sur ces grandes phases. Le déclenchement de la Grande Guerre résulte de l'accumulation de tensions entre les grandes puissances européennes depuis le dernier tiers du XIXe siècle jusqu'en 1914. À la faveur de ces tensions, deux systèmes d'alliances se sont installés. D'un côté, la triple entente formée par la Russie, le Royaume-Uni et la France. De l'autre, la triple alliance formée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Les membres de chaque alliance s'accordent sur une protection mutuelle en cas d'attaque de l'alliance rivale. Le 28 juin 1914, l'attentat mené à Sarajevo par des nationalistes serbes contre l'héritier d'Autriche-Hongrie amorce l'engrenage du jeu des alliances. Soutenus par les Allemands, les Austro-Hongrois lancent un ultimatum à la Serbie, proche de la Russie et de la France. Les Serbes rejettent ces exigences, l'Autriche-Hongrie lui déclare la guerre, entraînant à sa suite les membres des deux alliances. Seule l'Italie n'intervient pas et rejoindra la triple entente à son entrée en guerre en 1915. Mais immédiatement, le conflit devient mondial, car dans les deux camps, les puissances en guerre possèdent des empires coloniaux qu'elles impliquent dans le conflit. En Europe de l'Ouest, sur le principal théâtre d'opération, le front se stabilise de l'automne 1914 au printemps 1918 du fait de la puissance de feu déployée par chaque camp. Pour se protéger, les soldats n'ont pas d'autre choix que de s'enterrer et de vivre dans des tranchées de vastes réseaux de fossés. On passe alors d'une guerre de mouvement à une guerre de position, ou guerre de tranchées. En mars 1918, le retrait de la Russie suite à la révolution de 1917 permet à la Triple Alliance de relancer l'offensive à l'ouest pour briser le front. La Triple Entente parvient à résister et à prendre l'avantage en profitant des ressources des États-Unis, entrés en guerre à ses côtés depuis le 6 avril 1917. Les pays de la Triple Alliance et leurs alliés capitulent, les combats s'achèvent avec l'armistice du 11 novembre 1918. L'une des caractéristiques majeures de ce conflit de 4 ans est d'être ce que les historiens appellent une guerre totale. Cela signifie que les belligérants, les pays en guerre, ont utilisé toutes les ressources disponibles pour parvenir à la victoire. On distingue principalement 3 types de ressources. Il y a d'abord les ressources humaines. Ainsi, la France décrète la mobilisation générale pour tous les hommes en capacité de combattre. De même, dans tous les pays en guerre, les femmes sont appelées pour remplacer les hommes partis au combat, dans les champs et surtout dans les usines où elles fabriquent des munitions. Il y a ensuite les ressources économiques. Par exemple, toutes les entreprises sont mises à contribution pour soutenir l'effort de guerre de leur pays. Une entreprise comme Renault délaisse fortement les automobiles au profit des camions pour les soldats, des chars, des moteurs d'avion et surtout des obus. Enfin, viennent les ressources morales, c'est-à-dire la capacité des États à mobiliser leurs opinions publiques respectives par la propagande pour influencer l'état d'esprit et les actions de leur population. Il peut s'agir de cultiver la haine de l'ennemi en le présentant comme un barbare, ou encore de faire consentir à certains sacrifices pour soutenir les combattants et parvenir à la victoire. Comme nous allons le voir dans un second temps, ce contexte de guerre totale généra une violence de masse pour les militaires comme pour les populations civiles. Les violences subies par les militaires sont les plus évidentes car elles sont considérables. L'exemple de la bataille de Verdun permet d'en rendre compte. En effet, en février 1916, l'armée allemande cherche à rompre le front occidental en Lorraine pour enfoncer les lignes françaises, vaincre la France et pousser le Royaume-Uni à négocier afin d'obtenir la victoire finale. Consciente du danger, l'armée française, en coordination avec ses alliés, met tout en œuvre pour mettre en échec ce plan et y parvient en décembre 1916. Pendant 10 mois, les soldats des deux camps subissent des violences colossales. Elles sont d'abord physiques, les corps sont broyés, pulvérisés par le déluge de feu déployé, 60 millions d'obus sont tirés durant la bataille. Parmi les survivants, de nombreux soldats sont défigurés, mutilés et viennent grossir les rangs de ce que l'on nomme depuis les gueules cassées.
Blessés, disparus et morts confondus, cette bataille fit 700 000 victimes. Plus largement, les combattants souffrent de leurs conditions de vie dans les tranchées. Il faut supporter les caprices de la météo, la pluie, la boue ou encore le froid qui gèle les membres. L'hygiène corporelle est déplorable, les parasites comme les poux sont omniprésents tandis que les toilettes deviennent exceptionnelles. Quand ils sont en permission à l'arrière, les combattants apparaissent hirsutes, ce qui vaut le surnom de poilus aux soldats français. On le comprend aisément, les violences sont aussi psychologiques. L'omniprésence de la mort et du danger engendrèrent des troubles de stress post-traumatique. Ainsi, de nombreux soldats de Verdun sombrèrent dans la folie à cause de ce qu'ils avaient vécu. Même si leurs formes diffèrent, les civils subirent aussi de nombreuses violences durant le conflit. C'est aux abords des lignes de front que les violences sont les plus importantes. Les populations de Belgique et du nord-est de la France subissent par exemple l'assaut des forces ennemies dès 1914. Les combats font des victimes collatérales, notamment les bombardements. Des exécutions sommaires ont lieu. Pour éviter cela, beaucoup fuient, laissant toute leur vie derrière eux. Ceux qui restent doivent subir l'occupation des forces ennemies. Ainsi, 55% du département de l'Aisne passe sous administration allemande. Ses habitants doivent se plier aux réquisitions et aux règles de l'armée occupante. Des groupes de civils sont parfois ciblés sciemment. C'est le cas des Arméniens dans l'Empire ottoman à partir de 1915. Le gouvernement ottoman, allié de la Triple Alliance, profite du contexte de la Première Guerre mondiale pour se débarrasser de cette minorité chrétienne importante avec laquelle elle est en conflit depuis la fin du XIXe siècle. Les Arméniens sont accusés, sur la base de fausses preuves, de trahison au profit de la Triple Entente et en particulier de la Russie. Des massacres de masse sont organisés. Les Arméniens sont déportés vers des camps de concentration en Syrie et en Irak. Ils meurent de faim, de soif et de brimade sur le trajet. Les historiens évoquent les marches de la mort. 1,2 million de civils sont tués. Il s'agit d'un génocide car les Ottomans ont cherché avec méthode et détermination à éradiquer l'ensemble du peuple arménien. Pour terminer notre étude, nous observerons l'impact de ces violences sur le continent européen qui en est ressorti totalement bouleversé. Deux éléments majeurs de la Grande Guerre bousculent durablement le continent européen. La révolution russe de 1917 est le premier. En février, le pouvoir tsariste est renversé. Une guerre civile éclate et les bolcheviks, les communistes russes menés par Lénine, s'imposent le 25 octobre 1917. Le nouveau pouvoir entend mener une politique conforme à son idéologie et en finir avec les ennemis de l'intérieur. Il négocie alors une paix séparée avec la Triple Alliance, ce qui bouscule le cours de la guerre en permettant à ces dernières de concentrer leurs forces sur le front de l'Ouest. À la fin de la Grande Guerre et dans les années qui suivent, les idées communistes se diffusent en Europe et font éclater de grandes grèves en France ou en Italie, mais aussi plusieurs insurrections comme en Hongrie en 1919. Le règlement de la Grande Guerre constitue le second élément bousculant le continent européen. Les traités de paix, signés en 1919, en redessinent la carte. Les 4 grands empires antérieurs au conflit perdent une partie de leur territoire, comme la Russie et l'Allemagne, ou sont démantelés, comme l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Ces pertes profitent aux puissances de l'entente, comme la France qui réintègre l'Alsace-Lorraine à son territoire, ou permettent la création de nouveaux États, comme la Pologne ou la Yougoslavie. Les termes du traité de Versailles, qui règle le sort de l'Allemagne le 28 juin 1919, sont particulièrement durs. Elle perd 1/7 de son territoire, se voit privée de ses possessions coloniales et doit livrer la majeure partie de son armement. Enfin, l'Allemagne est présentée comme la principale responsable de la guerre et se voit donc contrainte de verser de fortes réparations. L'opinion publique allemande se sent humiliée et parle du diktat de Versailles pour évoquer ces contraintes jugées excessives et abusives. Voilà, c'est sur la question des sorties de guerre que cette vidéo se termine. J'espère que son visionnage vous aura permis de faire le point sur ce premier conflit mondial dont les conséquences eurent un impact significatif sur la quasi-totalité du XXe siècle. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.